revenons à la Syrie, revenons à mars 2011. Qui avons-nous? Nous avons au pouvoir quelqu'un que je connais, que j'ai pratiqué, parce que ça a été rappelé, j'étais diplomate pendant 20 ans, entre autres en Syrie. J'ai connu Hafez el-Assad, j'ai connu Bachar el-Assad, je connais la plupart des dirigeants de ce pays, je connais, car c'était un collègue diplomate, Bachar Jafari, aujourd'hui ambassadeur d'Assad à l'ONU, qui préside la délégation d'Assad au pourparlers de Genève, et c'est d'ailleurs très significatif, parce que je ne connais pas de pourparlers de paix s'agissant d'une guerre civile qui soit menée par des diplomates. Dans une guerre civile, on doit avoir des représentants politico-militaires des deux camps. Jusqu'à aujourd'hui, Assad envoie des diplomates à Genève parce qu'il considère que c'est un problème de politique étrangère, qu'il n'a pas à céder quoi que ce soit sur le plan intérieur. C'est très simple. Tant que Bachar Jafari ou un autre diplomate sera le représentant d'Assad à je ne sais quel pourparler de paix, il ne se passera rien. Alors, revenons donc à mars 2011. Mars 2011, Bachar el-Assad est au pouvoir depuis 11 ans. Il a succédé à son père en juin 2000, quand celui-ci est mort. C'est donc la première, et fort heureusement, en tout cas dans le monde arabe, autre exception, c'est la Corée du Nord, la première et la seule dictature héréditaire. Alors, il faut savoir que Hafez el-Assad était fasciné par Kim Il-sung. Je l'ai vu d'ailleurs dans le palais présidentiel, la fresque la plus importante a été faite par un artiste nord-coréen, parce qu'il s'agissait effectivement d'arriver à transmettre de père en fils la fonction présidentielle. Plusieurs fois, ici à Bourges, lors de mon intervention précédente, j'ai comparé les Assad sur un mode pédagogique au Corléone. Mais c'est exactement ça. Et j'ai vu une vidéo d'avocats pro-Assad à Beyrouth, je l'ai vu il y a quelques jours, et ce qui est incroyable avec l'Assad, c'est que c'est toujours plus fort que la fiction. Chaque fois je crois que j'ai vu le pire avec eux, ils arrivent encore, Garance Lequesne vous en a donné des exemples tout à fait poignants la semaine dernière, à nous surprendre, à nous stupéfier par l'horreur qu'ils sont capables de semer. Et bien, rappelez-vous le parrain 1, le parrain 2, on n'ira peut-être pas jusqu'au parrain 3, mais au fond, qu'est-ce qui différencie Brando de Pacino? C'est qu'avec Pacino, on a l'héroïne, on passe à une forme d'industrialisation de l'exploitation mafieuse qui était restée relativement artisanale du temps du père, et puis surtout, rappelez-vous, Pacino, il aimait beaucoup Diane Keaton. Il ne voulait pas devenir le chef du gang, mais il n'a pas le choix, parce qu'on vient essayer de le tuer jusqu'en Sicile. Donc Bachar el-Assad, je ne vais pas le plaindre très longtemps, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. C'est tuer ou être tué. Et tant qu'on ne comprend pas que c'est un monstre à sang-froid, qui, à la différence de son père, n'a rien fait pour arriver au pouvoir, vu que celui-ci, il l'a hérité, et qui sait que s'il ne tient pas ce pouvoir du monde de fer, eh bien, il mourra. On peut comprendre que cette personne, non seulement ne vit pas dans la même réalité que nous, ça je peux vous l'affirmer, mais que l'idée qu'il pourrait un jour céder volontairement, même une partie de son pouvoir, est tout à fait ubuesque. Quant à tous les gens qui croient qu'en allant voir Bachar el-Assad, eh bien, on peut obtenir quelque chose, je leur ai proposé, y compris sur les antennes de grandes radios nationales, ce qui a provoqué des réactions furibondes, d'écrire le compte-rendu de l'entretien avant qu'il ait lieu. Parce que moi, j'ai traité avec les Assad. Et je sais parfaitement, et celui qui comprenait le mieux les Assad, c'était Chirac, pour plein de raisons. Et Chirac sortait, il avait réussi à concéder une pause technique, si vous voyez ce que je veux dire, dans les entretiens avec Assad, qui souvent pouvaient durer 4 heures, 5 heures. Et lui, c'était un privilège très rare. Il faut savoir qu'il y a un chef d'État que je ne nomme pas, qui est tombé, qui s'est effondré, parce que, en plus, c'est une sorte de la citronnade. C'est vraiment de la torture chinoise. Et donc, Chirac, il sortait, et il disait, ah, ben c'est bien, on arrive aux croisades. Oui, oui, ça fait 2 heures. Donc, dans 4 heures, on aura le Golan, et puis, dans la dernière demi-heure, on rentrera dans des choses sérieuses.
Mais il y a des gens qui croient encore qu'ils pourront faire une double dans Paris Match, je ne sais quoi. Maintenant, chez Assad, c'est tout simplement misérable. Et de toute façon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que les seuls vrais réalistes, ce sont ceux qui ont compris, et c'est tout à l'honneur de notre pays de défendre cette ligne dans un isolement international qui est quand même inquiétant sur l'état moral de notre monde, qu'il n'y a de salut que dans le ni Bachar ni Daesh. Parce que si effectivement, comme le veut Poutine, comme le veulent d'autres, on a cette alternative qui nous est imposée, non seulement on aura encore plus de réfugiés, on aura encore plus de terrorisme, et c'est malheureusement ce qui a encore été prouvé ce matin à Bruxelles. Je ne sais pas, parce que j'étais dans le train, si l'attentat a été officiellement revendiqué, c'est Daesh, et donc moi je suis intervenu pour une heure ce matin à la radio belge, parce que je considérais que c'était mon devoir, et ils faisaient leur travail de journaliste. Cet attentat qui n'est pas encore revendiqué, écoutez, moi j'ai dit, enregistrez-moi, c'est eux, ça ne peut être que pour déchaîner une telle horreur, et je l'avais malheureusement anticipé. J'avais dit que leur objectif était de faire des attaques coordonnées dans plusieurs pays européens. Ils n'ont sans doute pas eu la possibilité logistique de le faire, donc ils ont frappé Bruxelles dans deux endroits différents, parce que Bruxelles c'est l'Europe, donc c'est pas uniquement une histoire belgo-belge ou le problème de Molenbeek ou je ne sais quoi. C'est vraiment, comme l'a dit le président Hollande tout à l'heure, non seulement la Belgique, mais l'Europe et le monde qui ont été frappés aujourd'hui. Et la source de ce mal, elle est en Syrie. Et la source de ce mal, elle était en grande partie dans les prisons d'Assad en mars 2011. Mais en mars 2011, Bachar el-Assad déclare ce qu'il dit depuis le premier jour. Mon peuple m'aime, il n'y a pas de problème intérieur en Syrie. Ce que vous voyez à la télé, ce sont des montages qui ont été enregistrés dans les studios d'Al Jazeera au Qatar. Donc, déni de réalité. Et malheureusement, en notre ère de théorie du complot, il y a toujours des gens qui se croient plus malins que les autres, alors qu'ils sont vraiment, je ne sais pas dans quel sous-sol de la pensée, et qui disent « Ah oui, mais attention, on nous cache tout, on ne dit rien, il n'y avait pas de révolutionnaire, etc. etc. » Donc, déni de réalité. Les gens ne sont pas descendus dans la rue. Et comme de toute façon, on va bien finir par se rendre compte que les gens sont descendus dans la rue, donc c'est un complot étranger. Les Syriens même, c'est un complot, alors là vous pouvez rayer, et puis après vous retrouvez ça sous la plume, et puis je vous laisse remplir aussi les pointillés, parce qu'il y en a quelques-uns en France qui ont fait une spécialité. C'est un complot de la CIA, du Mossad, du Qatar, de l'Arabie, de la Turquie, de la France, etc. Mais les Syriens ne peuvent pas spontanément vouloir la fin de ce régime laïque. Alors ça, c'est quand même un des plus gros mensonges qui ait jamais été dit sur la Syrie. La Syrie n'est absolument pas un régime laïque, comme la Syrie d'Assad. La Syrie a un clergé musulman fonctionnalisé qui, tous les vendredis, célèbre les louanges du président. S'il y a encore des gens qui peuvent considérer que c'est ça, la laïcité, alors, le problème, c'est que souvent, quand on dit laïcité, en fait, on dit défense des minorités. Même si, franchement, la laïcité, c'est pas ça. On parle de la défense des minorités. Sous les Assad, la proportion de chrétiens dans la population syrienne a diminué de moitié. Donc, je ne veux pas rentrer dans les... il y a tel chrétien qui est membre de la direction révolutionnaire, parce que c'est déjà rentré dans le jeu des confessionnalistes. Parce que ces gens-là, ils sont révolutionnaires parce qu'ils sont révolutionnaires. Parce qu'ils sont chrétiens, ou sunnites, ou alaouites, comme ça Maria Dibek. Et donc, justement, ce que le régime veut mettre en avant, c'est tout le contraire de la laïcité. C'est la confessionnalisation au service de sa culte. Et donc, en Syrie, vous avez une minorité qui, elle, m'inquiète encore plus que les autres. Dont le devenir m'inquiète dans ce Moyen-Orient livré aux monstres, ce sont les Alaouites. Moi, je suis très inquiet pour la communauté dont est issu le président, et j'ai beaucoup d'amis dans cette communauté qui sont toujours là-bas, parce que, réellement, en les associant à ces crimes répétés,
il est en train de les entraîner sur une pente suicidaire. Et l'été 2015, les vagues de réfugiés que vous voyez arriver, la plupart d'entre eux viennent des zones Assad. Ils ne viennent pas des zones de la Révolution. Hein, parce que, justement, du côté Assad, une certaine classe moyenne a compris que c'était fini. Hein, et après, il y a eu justement l'intervention russe pour sauver Assad, intervention dont on pourra parler dans questions-réponses que je mentionnerai. Mais simplement, il faut comprendre que les dictateurs, comme les djihadistes, de toute façon, c'est les mêmes. Hein, je ne dis pas que Daesh est une création d'Assad, mais il y a un côté Frankenstein. Et vous savez que Frankenstein, c'est pas le nom de l'eau, c'est le nom du docteur. Le nom du docteur. Et le docteur, la créature lui échappe. Pour faire Frankenstein après le parade, hein, je dirais tout ça. Hein, le fiancé, le fils d'eux, Frankenstein en film Dracula, c'est là. Hein, mais Frankenstein lui échappe. Et c'est largement ce qui est arrivé pour Assad. C'est-à-dire qu'Assad, une fois qu'il a dit c'est un complot international, c'est Al-Qaïda, c'est des terroristes, etc., il a un problème. Parce que les gens continuent à manifester pacifiquement. Donc, il se tourne vers le seul endroit en Syrie où il y a des djihadistes, c'est-à-dire ses prisons à lui. Et il les libère. Et donc, on va avoir un phénomène hallucinant au printemps 2011, où vous allez avoir des milliers de militants non violents qui vont être embastillés, pour beaucoup massacrés, torturés, liquidés, exterminés. Garance Lequel vous en avez parlé, hein, cette machine de terreur hein, que César a documentée avec beaucoup de courage. Et en même temps, on va libérer des djihadistes. Et moi, j'ai certaines des photos de leur libération. Les types, ils sont joufflus, ils sont barbus. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un joufflu sortir des prisons d'Assad. Hein. Jamais. C'était toujours des morts vivants. C'était toujours des squelettes. Et là, ces gens-là, littéralement, hein, on les a gardés en batterie. Hein, puis on les a sortis le moment venu. Hein, et le moment venu, ils sont venus, effectivement, créer des tensions complètement folles dans le camp révolutionnaire, avant, mais j'anticipe, 2 ans plus tard, de créer Daesh, donc cet État islamique en Irak et en Syrie, avec pour capitale Raqqa, dans la vallée de l'Euphrate. Donc au printemps 2011, vous avez ça. Et au printemps 2011, vous avez aussi autre chose. Au fond, la Syrie, c'est assez simple, et je ne veux pas forcer le trait. Mais moi, je suis de ceux qui considèrent qu'il est de mon devoir citoyen de rendre les crises intelligibles plutôt que de rajouter à la confusion qui ne peut qu'entraîner que l'accablement, voire le rejet. Or ça, c'est précisément ce que veulent les dictateurs et les djihadistes, c'est qu'on n'y comprenne plus rien. La Syrie est fondamentalement, au jour d'aujourd'hui, un processus révolutionnaire. Et tant que ce processus révolutionnaire ne sera pas reconnu comme tel, entre autres par l'ONU, hein, c'est-à-dire qu'on ne posera pas ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la transition politique au cœur de ce processus, eh bien, on ne pourra pas avancer. Donc, dès le printemps 2011, qu'est-ce que fait aussi Bachar al-Assad? Parce qu'il y a les minorités confessionnelles, ça c'est en direction non seulement de l'Occident, mais aussi de la Russie, c'est très important, hein, le jeu sur la protection, entre guillemets, des orthodoxes par Assad. Mais il y a une minorité importante, ethnique, qui sont les Kurdes. Et les Kurdes représentent, à mon avis, 12%, certains disent jusqu'à 15% de la population. Et donc Assad va soudain concéder aux Kurdes des droits que son père et lui-même leur avaient mis pendant 40 ans. Mais la manœuvre est limpide. La manœuvre, elle est de diviser pour régner, de faire que les Kurdes ne se joignent pas à la révolution. Alors, quelques mots sur les Kurdes. Et peut-être des questions là-dessus. Quand on dit les Kurdes, il faut savoir que les Kurdes, comme les Syriens, sont profondément pluralistes. Alors ça peut dérouter les observateurs extérieurs, hein, mais c'est comme ça. Hein. Quand j'étais à l'Est, j'étais dans un quartier arabe-kurde, où les Kurdes d'ailleurs étaient dans des partis qui n'étaient pas spécifiquement kurdes. Mais à l'intérieur des Kurdes, vous avez un parti qui lui a une volonté hégémonique, et que je n'hésite pas à qualifier de totalitaire, qui est le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Il faut savoir que le PKK est dirigé
depuis la prison où il est détenu en Turquie par Abdallah Öcalan, qui de 84 à 98, pendant 14 ans, a été le protégé des services de renseignement d'Assad. Et en contrepartie des facilités qui lui étaient accordées, le PKK faisait la police au service des différentes officines de sécurité, on devrait dire d'insécurité. Il y en a à peu près une dizaine. La pire, c'est les renseignements de l'armée de l'air, parce que Assad était de l'armée de l'air. Les renseignements de l'armée de terre, c'est pas mal aussi. La sécurité politique, la sécurité d'État, etc., etc., etc. Et dans les zones à majorité kurde, c'est-à-dire certains quartiers de Damas et d'Alep et le nord-est du pays, plus une enclave qui se trouve au nord-ouest, qu'on appelle d'ailleurs le Jebel al-Akrab, la montagne des Kurdes, eh bien là, le PKK avait droit de vie ou mort. Déjà, bien avant la révolution. Donc c'est pas nouveau. Simplement, dans cette affaire, Assad a considéré qu'il fallait faire la part du feu et que pour conserver le pouvoir au centre, eh bien, il était prêt à concéder au PKK des zones entières du pays où il pouvait compter sur lui pour neutraliser la révolution. Je fais très simple. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, ils ont proclamé, comme par hasard, le premier jour des pourparlers de Genève, leur autonomie fédérale, qui est une façon, comme une autre, d'essayer de briser cette unité révolutionnaire. Il y a beaucoup de Kurdes dans la révolution. Là encore, je ne vais pas faire le beauty contest, parce qu'ils n'y sont pas comme Kurdes. Ils ont même eu à un moment, le Conseil national syrien a même eu un Kurde à sa tête, pour vous dire que ceux-ci sont quand même bien représentés. Mais ces Kurdes-là sont les premières victimes du PKK. Quand le PKK prend une localité, les services d'Assad restent en place, et quand on dit service, vous voyez, c'est pas la santé, c'est pas la poste, c'est uniquement la répression. Les services restent en place et on change le portrait. On enlève Assad et on met Öcalan. Voilà. Alors il se trouve qu'en France, vous avez tout un romantisme sur les Kurdes laïcs, leurs combattantes avec leurs chevaux au vent, etc. C'est un peu comme les Kabyles en Afrique du Nord, voilà. Mais la réalité, c'est d'abord que les Kurdes ne sont pas unis et que d'autre part, le PKK a un projet dans sa branche syrienne, PYD, les groupes d'autodéfense, qui est un projet qui rentre totalement en contradiction avec le mouvement de libération du peuple syrien, et ils l'ont prouvé physiquement. Le siège d'Alep n'a pu être rendu hermétique que parce que les militants pro-PKK ont complété le siège que les Russes, les Iraniens et l'armée d'Assad menaient sur le terrain. Donc, vous voyez que le développement de cette révolution, eh bien, les grandes questions dont on parle aujourd'hui, elles sont là dès le printemps 2011 et elles sont générées par le régime Assad. Voilà, aussi bien le djihadisme que le séparatisme kurde. Alors, cette révolution, elle a connu plusieurs formes, je l'ai dit, on arrive à aujourd'hui. Vous avez la phase pacifique, qui va quand même durer 6 mois, malgré une répression sauvage. Et vous allez avoir une militarisation par défaut, généralement sur une base d'autodéfense. Ça, c'est quand des comités locaux émanent des personnes qui se cotisent pour acheter un flingue, peut-être un lance-roquette. Alors où est-ce qu'ils l'achètent? Chez Assad. Il faut en acheter au bras de l'armée gouvernementale, qui est de toute façon dans un état de corruption et de délitement, quand on vous parle de l'armée syrienne, etc. Quand on vous dit oui, 300 000 personnes, il y a sans doute aujourd'hui 50 000 personnes qui se battent sous l'uniforme du côté Assad, pas plus. Et essentiellement donc 2 unités qui sont des gardes prétoriennes, qui ne sont donc pas une armée nationale, qui sont la garde républicaine et la 4e division blindée. Toutes les deux dirigées par des parents directs de Bachar el-Assad. Donc, vous avez le groupe d'autodéfense et vous avez désertion, parce qu'il y a des officiers qui refusent de tirer sur la foule, qui voient d'autres officiers se faire tuer parce qu'ils n'ont pas envie de tirer sur la foule. Donc ils comprennent que la désertion c'est extrêmement risqué, mais au fond c'est la seule façon de sauver leur vie. Comme ça, un musicien qui faisait son service militaire, et c'était terrible parce qu'il voulait déserter,
Et il était obligé de tout faire tout ça seul, parce que dans sa chambre, il avait peur que d'autres le dénoncent. Et à ce moment-là, on est littéralement coupé en morceaux. Donc vous avez eu ce phénomène, mais qui n'a pas été assumé comme tel. Militarisation par défaut. Ce qui fait qu'on a une direction qui s'appelait le Conseil national syrien. Après, ça a été la coalition, maintenant c'est le Haut Comité national. Tout ça, c'était des émergences successives. Et ce Conseil national syrien, à l'automne 2011, il demande la reconnaissance internationale qu'on avait accordée au Conseil national de transition libyen en à peu près 48 heures sur la foi d'un coup de téléphone de BHL à Sarkozy, qui est rapporté, parce qu'il a quand même un côté candide, quoi. Dans son film, on le voit, qui téléphone, dans le serment de Tobrouk, qui n'est par ailleurs pas un monument du 7e art, mais qui est intéressant pour l'historien que je suis, parce qu'on voit qu'il la nomme, et on imagine le président du film qui note A, B, D, E, N, c'est quoi après? Ah oui, Jalil, J-A-N, et voilà. Alors ça s'est fait en 48 heures. Ça veut dire quelque chose de révolutionnaire. Il faut quand même reconnaître que Sarkozy a pris au moins une fois dans sa vie une décision révolutionnaire. C'était de transférer à une révolution la reconnaissance internationale qui jusque-là était accordée à un dictateur. C'est pas rien. Et c'est ça qui a entraîné le mouvement général. Pour la Syrie, ça n'a jamais été discuté, ça n'a jamais été envisagé. Et ça a littéralement piégé la révolution syrienne. Parce qu'on voit bien qu'un transfert de reconnaissance ouvre la possibilité de siéger à l'ONU, où c'est toujours Assad qui siège. C'est d'ailleurs son ambassadeur et le chef de la délégation à Genève. Et ouvre la possibilité surtout d'accélérer les défections. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait défection, qu'il soit haut fonctionnaire, qu'il soit militaire, ou qu'il soit commerçant, c'est-à-dire qu'il fait défection et quitte, eh bien, au fond, il va vers rien. Il va vers rien. Il n'y a pas d'instance constituée qui pourra l'accueillir, et Medina le sait parfaitement à partir de la Turquie. Donc, en refusant la reconnaissance, pour différentes raisons, mais qui sont pour Nicolas Sarkozy avant tout des raisons de politique intérieure, c'est-à-dire qu'il croyait que son poker libyen allait renforcer sa main pour la présidentielle, il a vu que ça ne marchait pas, donc il ne voulait plus en entendre parler. Donc tant pis pour les Syriens. Alors, vous entendrez souvent que les Syriens, on justifie tout ce qu'on n'a pas fait pour eux en disant « Ah, mais l'Irak, ah, mais l'Afghanistan, ah, mais la Libye ». Oui, mais le problème, c'est qu'il faut regarder chaque crise pour ce qu'elle est. Et en Syrie, on avait une occasion historique de ne pas faire de bêtises, et on l'a largement gâché. Ce qui est incroyable, c'est que la révolution compte. Donc, malgré cette militarisation par défaut, malgré cet refus de reconnaissance internationale, et malgré ce printemps 2012 où l'ONU, et pas n'importe qui, Kofi Annan, prix Nobel de la paix, ancien secrétaire général, va se saisir du dossier syrien, mandaté à la fois par l'ONU et par la Ligue arabe, qui avait déjà mis en place un plan de paix qui va donc devenir le grand citoyen de Kofi Annan. Et donc dans ce plan, un des points, c'est le droit de manifester. Donc de nouveau, avec ce plan, les Syriennes et les Syriens redescendent dans la rue, ce qui est la façon dont ce processus révolutionnaire s'entretient et se poursuit. Mais Annan est aussi l'ancien secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire que pour lui, il y a les États. Il est incapable de comprendre une société qui est rentrée en mouvement. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est les chefs d'État. Et puis en plus, évidemment, il aimait beaucoup les bords du lac de Genève. Il est allé 3 fois à Damas pour toutes ses missions. À titre de comparaison, Kissinger, pour obtenir l'accord sur le Golan, est allé 14 fois à Damas en quelques semaines. Les Syriens, c'est du lourd, c'est coriace. Il faut y aller, il faut payer de sa personne. Donc, non seulement ce plan de paix n'aboutit pas, parce qu'il est saboté par Assad, parce que l'ONU n'a que 300 observateurs qui, quand il y a un massacre, demandent la permission au gouverneur d'Assad s'ils peuvent aller sur place. Donc évidemment, quand ils arrivent sur place, les gens d'Assad ont nettoyé toutes les preuves, et on invente à partir du printemps 2012, en Syrie, le crime de guerre et le crime contre l'humanité sans responsable. Ça, c'est incroyable.
Alors comment voulez-vous qu'après ça n'alimente pas les théories du complot, hein? Parce que l'ONU parle de crimes de guerre, parle de crimes contre l'humanité, mais le Conseil de sécurité interdit qu'on nomme le responsable. C'est dans le mandat. C'est dans le mandat. Ils n'ont pas le droit de dire qui a fait ça. Donc, effectivement, ça introduit le doute. Et aujourd'hui, les théories du complot, qui en est le principal bénéficiaire? Daesh. Parce que Daesh dit, vous voyez, le monde entier est contre vous, nous on se bat pour les petites musulmanes et les petits musulmans, et les Russes, les Français, Israël, l'Amérique, ils veulent tous du mal. Et donc, ils ont inventé, eux, le djihad humanitaire. C'est quand même un oxymore. Eh bien, ça marche. Si vous prenez les motivations de travail que vous pouvez imaginer avec des gens qui suivent et qui essaient de prévenir, mais aussi qui essaient d'accompagner dans le processus, hein, on voit que la motivation djihad, proprement dite, violente, c'est 10 ou 15%. Et qu'en fait, il y a des motivations humanitaires. Hein. Et puis, il y a aussi l'idée du prince charmant. Et oui, c'est comme ça. Parce que le prince charmant ou la princesse charmante, que l'on va trouver là-bas, parce que là-bas, tout sera bien, ce sera la terre du califat, et autres bibelots privés. Donc, au printemps 2012, l'ONU se discrédite en n'empêchant pas des massacres qui aujourd'hui nous paraîtraient limités, mais c'est la première fois qu'on a 100 personnes à Roula, essentiellement des femmes et des enfants, tués à l'arme blanche. Et donc, la Révolution va prendre une décision, à mon sens, désastreuse, qui est de lancer la bataille militaire pour Damas et Alep. Et vous voyez que depuis l'été 2012 jusqu'à aujourd'hui, les lignes de front ont très peu dans les deux cas. Ce qui, à mon avis, prouve, si on en doutait encore, il n'y aura pas de solution militaire. La solution ne pourra être politique. Mais en piégeant, et à mon sens, c'est ce qu'il a fait, Assad, en piégeant la révolution dans des batailles qu'elle ne pouvait pas gagner, il l'a en fait transformé en repoussoir à l'égard des gens qui restaient sous son contrôle et qui du coup recevaient des requêtes de l'autre camp. Donc il n'avait plus de... L'été 2012, c'est aussi celui où le président Obama annonce qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Là aussi, pour l'historien, c'est quand même un monument. Toujours, souvent on a des principes, souvent on n'en a pas. On n'a pas des principes qui s'adaptent au type d'armes utilisées. Hein? Donc Assad comprend parfaitement qu'il peut utiliser les blindés, et ils sont comme ça, les Assad, ils testent. Les blindés, l'artillerie lourde, les missiles balistiques, c'est le seul régime au monde qui a tiré des missiles Scud sur sa propre population. Moi j'ai vu à Alep des missiles tomber, tirés depuis Damas, 300 km au sud. Hein, c'est quand même un niveau dans l'horreur. Et il invente, parce qu'il y a quand même une invention dans l'horreur qui, je vous l'ai dit, même pour l'errance lequel moi-même continue à nous vraiment en transir d'effroi, à nous sidérer. Il invente les barils. Alors ça, c'est vraiment d'une perversité incroyable. Parce que c'est des containers de TNT chargés de grenailles, ce qui fait que si vous ne mourrez pas dans l'explosion, vous êtes tué ou mutilé par le fait que la grenaille se répand sur un rayon très large. D'où des blessures de guerre sous le contrôle de ceux dont c'est un métier absolument effroyable. Absolument effroyable. Et comment peut-il utiliser les barils? C'est très simple. En face, il n'y a pas d'arme antiaérienne. Pourquoi il n'y a pas d'arme antiaérienne? Parce qu'on ne veut pas que ça tombe chez les djihadistes. Ça aussi, je l'ai entendu des dizaines de fois. Ben, si j'ose dire, ça tombe mal ou ça tombe bien, les djihadistes sont allés chercher les armes antiaériennes dans les arsenaux de l'armée irakienne à Mossoul. Il y a eu un transfert direct du producteur au consommateur, du contribuable américain aux partisans de Baghdadi. Donc, et ça continue. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait des armes antiaériennes, on ne sait pas. Mais ces gens-là se battent contre Daesh. Hein, ils se battent contre Daesh donc depuis qu'il y a eu cette proclamation de Daesh en avril 2013. Donc les batailles ont été sporadiques et elles sont devenues généralisées à partir de janvier 2014. Et en janvier 2014, vous avez la seconde révolution qui expulse Daesh du nord-ouest de la Syrie, donc Idlib et
dans l'intervalle, vous avez l'utilisation des armes chimiques, donc le franchissement des lignes rouges par Assad, et Obama qui décide de ne rien faire. Et c'est là où vous avez une envolée des montées au djihad, justement sur le thème complot international, toi tu pourras aider, etc., etc. Et donc ce qui était très inquiétant, il y a un remarquable reportage dans Le Monde qui est sorti le 15 mars, pourquoi les Américains n'ont-ils rien fait? C'est entre guillemets, où on voit les révolutionnaires qui donnent des informations, et les Américains qui n'en font rien. Parce qu'Obama a décidé qu'il ne ferait rien. Et que donc, comme il est à la fois plutôt intelligent, très entêté, eh bien, on entre dans le déni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation périlleuse. Nous avons une administration américaine qui est à peu près aussi menteuse que celle de George W. Bush. Mais simplement, elle ne ment pas pour les mêmes raisons, ni sur les mêmes sujets. Cette administration vous dit, franchement, nous avons tué 20 à 24 000 djihadistes. Mais où ils les ont trouvés? Alors, ce qui est terrifiant, c'est qu'ils en ont peut-être tué 2000. Là, est-ce que ça veut dire que le reste, c'est des civils? Ce qui veut dire qu'ils ont alimenté encore plus le recrutement djihadiste. Mais de toute façon, les djihadistes recrutent beaucoup plus qu'on leur inflige de pertes, parce qu'on est dans une situation dynamique, et non pas dans une guerre classique. Pour faire ça, Daesh fait la guerre du XXIe siècle, et les états-majors occidentaux, je ne parle même pas des Russes, font encore guerre du siècle dernier. En ayant apparemment oublié que si on pouvait gagner une guerre avec des bombardements, les Américains auraient gagné la guerre du Vietnam. Donc, 2013, on a ce basculement, et il faut bien comprendre que la campagne de Baril contre Alep, elle devient systématique quand Daesh est expulsé de la ville. Pas quand Daesh y est encore. Et que l'idée non seulement d'écraser l'alternative à Assad, mais surtout d'écraser toute forme d'organisation socio-économique. De rendre l'Asie en zone ni Daesh ni Assad invivable. Donc il n'y a surtout pas une alternative. Il faut garder un travail avec des partenaires en zone tenue par la Révolution. J'ai fait toute une étude sur ces administrations alternatives. Je ne dis pas qu'elles sont, elles sont aussi efficaces que toute autre administration, mais elles existent et surtout elles sont transparentes. Alep, la mairie, le gouvernement publiaient toutes les factures sur Facebook. Parce qu'il faut comprendre, là, l'exercice auquel je me livre en Syrie, il est impossible. En Syrie, j'aurais été interrompu 10 fois, 20 fois. Parce qu'en Syrie, on ne supporte plus que quelqu'un ait la parole. On ne supporte plus un chef. Effectivement, ça donne une impression de désordre, de confusion. Mais c'est leur révolution. En Syrie, un chef civil, vous le reconnaissez tout de suite, c'est celui qui est derrière son bureau, comme ça, et sur qui tout le monde crie. Mais où t'as mis les camions? Mais pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, etc. Effectivement, c'est un changement. Moi, je les ai connus, les satrapes du temps d'Assad. Alors, en revanche, chez qui, y compris dans la gestuelle, se comportent comme ceux d'avant, c'est les chefs de milice. J'en avais un, il voulait m'impressionner, il est mort depuis. Mais il voulait m'impressionner, et plutôt que de sortir son feu, il avait un stylo flamme. C'est-à-dire, il dégainait son stylo. C'était très impressionnant. Et en fait, les chefs des services de renseignement d'Assad, ils fonctionnaient comme ça. Même quand ils vous disaient bonjour, parce que vous comprenez, naturel, ça revient quand même assez vite. Quand on a passé sa vie à torturer, vous disaient bonjour, et puis, je sais qui je suis tombé. Et donc, on voit que cette dimension civile et pacifique de la révolution, c'est celle contre laquelle Assad a déclenché une guerre totale. Parce qu'il ne veut pas que cela existe. Et c'est pourquoi il est absolument fondamental que les Syriennes et les Syriens qui sont vraiment abandonnés du monde entier aient, sous une forme ou sous une autre, un message de ce monde qui est un message de solidarité. Donc, très rapidement, l'armée d'Assad est incapable de reprendre du territoire contre la révolution. Donc l'Iran s'est engagé de plus en plus profondément, avec les gardiens de la révolution qui sont sur place.
avec leur chef, Qassem Soleimani, qui a mené plusieurs opérations. Il faut savoir que les Iraniens ont perdu en février à Alep plus d'hommes que pendant les 5 ans de la Révolution, pour vous dire à quel point ils assurent, ils payent le prix de cet engagement sur le terrain. Et puis il y a eu la mobilisation des alliés et des affidés de l'Iran, donc le Hezbollah au Liban, qui s'engage ouvertement à partir de la bataille de Kousset en mars 2013, puis la bataille de Homs, même si avant le Hezbollah était présent, et puis de plus en plus de troupes irakiennes et afghanes. Moi, un jour, mes contacts à Alep me disent on a des Chinois. Bon, ok, avec les djihadistes, tout est possible. Moi, vraiment, les Mexicains, il y en a de partout. Il paraît même qu'ils ont des Japonais maintenant, les djihadistes. Donc là, ils disent ah, on a des prisonniers chinois. En fait, c'est des Afghans, c'est des Hazaras, qui sont de type turco-mongol. Donc maintenant, ils ont compris. Ils savent qu'il y a à peu près 10 000 Afghans qui se battent en Syrie. Donc, vous voyez, c'est des choses assez simples. Quand on vous parle des combattants étrangers en Syrie, vous avez toujours l'impression qu'ils s'en comptent Assad. Or, la proportion de combattants étrangers est beaucoup plus forte du côté d'Assad que de l'autre côté. Donc, à l'été 2015, le régime, malgré tout cela, est en train de prendre l'eau de toutes parts. Donc, les Russes interviennent. Je vais revenir, mais les Russes, ils interviennent dans le cadre de leur propre guerre globale contre la terreur. Pour eux, il y a un échiquier qui est mondial. S'ils ont annexé la Crimée, c'est parce qu'ils ont vu qu'Obama, c'était que de la gueule. Que les lignes rouges, ils ont vu ça à Damas, donc ils ont compris que de toute façon, ils pourraient embaucher. Ce qu'ils ont fait. Et donc, en Syrie, ils mènent une guerre globale, qui a un point de fixation en Syrie, mais qui n'est pas limité à la Syrie. Et ils ont effectivement porté de la violence généralisée à un niveau sans précédent. Les Syriens disent Assad a Ashraf min Poutine. Assad a plus d'honneur que Poutine. Tellement ils ont souffert. Il faut savoir qu'un bombardement au baril, c'est atroce. Un bombardement par Sukhoi 35, c'est tout simplement l'enfer. L'enfer. Parce que là, c'est pas juste une maison, c'est le quartier entier. Et ils ont systématiquement, c'est-à-dire ils ont porté la guerre contre la population à un niveau que Assad n'avait pas pu atteindre, en démolissant des hôpitaux, c'était le cas de l'hôpital de MSF, en démolissant des écoles, des minoteries, des boulangeries. Donc, mais ça c'est, Franck Carré le connaît bien du théâtre tchétchène, c'est la pratique Grozny. On détruit tout, puis quand la population sera partie, eh bien on occupera les ruines. Mais ça a dû leur coûter encore plus cher que ce qu'ils croyaient. Et à mon avis, c'est ça qui explique leur retrait partiel, très partiel. Ils ont ramené 15 Sukhoi, ils en ont gardé 20. Et ils ont de toute façon une défense anti-aérienne qui menace le sud de la Turquie et qui a été maintenue à partir du port de Latakia. Et ils ont frappé Raqqa, je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche, excusez-moi, ils ont encore tué 50 civils. Je pense qu'il n'y a pas un djihadiste. Parce que, je ne dis pas que les Occidentaux sont blanc-bleu, il est certain que les Français ont un soin très précis d'éviter les victimes civiles, et à ce jour, les associations syriennes elles-mêmes confirment que les bombardements français n'ont pas fait ce qu'on appelle pudiquement ou impudiquement de pertes collatérales. Donc aujourd'hui, où en est-on? On est toujours au même point, mais avec un pays qui a été privé, où la moitié de la population a dû quitter par la force, vous voyez, donc avec 4,5 millions de réfugiés, mais 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays. On a officiellement, l'ONU, ils se sont arrêtés de compter il y a 6 mois. Donc ils redisent 250 000. Comme si, pendant les 6 derniers mois, avec l'escalade russe, on n'avait pas franchi le niveau. De toute façon, que ce soit 300 000 ou plus, c'est beaucoup plus. Parce que moi, mon expérience sur place, c'est que les bilans qui étaient donnés étaient toujours inférieurs. Parce que les Syriens sont des gens sérieux. Les Syriens, ils croient à la crédibilité internationale.
donc ils ne veulent pas amplifier par des rumeurs. Hein, et ils documentent précisément, ils essaient d'avoir les noms et autres, et sinon ils ne donnent pas les chiffres de victimes. Mais ça, c'est des gens qui sont morts dans les combats. Mais vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont disparues, entre guillemets. En 83-84, j'étais délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban, je travaillais sur les disparus. La plupart d'entre eux avaient disparu chez Assad. Et bien, tenez-vous bien, certains ont réapparu 20 ans après. 20 ans après, quand tout le monde croyait qu'ils étaient à Palmyre, ils étaient à Setmaya, et là, ils ressortaient. Donc, c'est ce que décrivait Garance Lequel, j'en doute pas, hein, c'est un système absolument effroyable, hein, qui veut broyer une population. La bonne nouvelle, c'est que ces gens tiennent. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Sûrement pas grâce à nous. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le soutien a été mesuré, hein, et que très souvent, l'ONU et les ONG ont fait de l'aide dans les pays frontaliers, parce que, pour raison que je peux parfaitement comprendre, hein, le travail sur le terrain syrien est épouvantablement risqué. Donc on arrivait dans des situations où pour la ville d'Alep, en tout cas le secteur contrôlé par la révolution, il y avait, je ne sais pas trop le franc carré, 2 chirurgiens pour 400 000 habitants. Bon, c'est effroyable. Évidemment, pas de médicaments, pas de... Donc, ils tiennent quand même. Et on voit que dès qu'il y a une accalmie, ils redescendent dans la hein, pour différentes raisons, mais la principale, c'est qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Que Assad, c'est la mort. Voilà, moi, les jeunes, parce qu'ils ont montré une grande maturité, mais beaucoup d'entre eux peuvent être des enfants. Mais ils sont beaucoup plus mûrs que moi, parce qu'ils ont vécu déjà plusieurs morts. Ils ont vu leurs copains, leurs copines se faire tuer et tout. Ils disent des choses très simples. Ils disent arrêtez les bombardements et on arrivera à s'organiser. Et vous verrez, on sera effectivement respectueux des droits des minorités, des droits de la personne, etc. Il faut arrêter les bombardements. Parce que les bombardements justement nous détruisent, nous donnent chez nous le pouvoir à ceux qui ont les armes. Alors que on sait bien qu'une milice est rarement respectueuse de la pluralité. C'est vrai en Syrie comme partout ailleurs. Donc on a cette tendance forte. Et on voit que, par exemple, ils arrivent, il y avait ce reportage extraordinaire, le 15 mars, sur Arte, à faire, à exfiltrer des déserteurs de Daesh. C'est-à-dire qu'ils ont des réseaux à l'intérieur de Raqqa et ailleurs. Hein. Et donc, on peut rêver. On va finir là-dessus, parce que, au fond, c'est pas si difficile que ça. C'est pas un jeu vidéo, donc on ne peut pas prétendre qu'on va réussir à coup sûr. Mais après le 11 septembre 2001, vous avez une vraie coalition internationale qui s'est appuyée sur des Afghans, hein, les partisans de Massoud, qui avaient été tués juste avant Al-Qaïda, et qui, en soutenant ces forces afghanes au sol, ont pu rapidement s'emparer de Kandahar et donc défaire Al-Qaïda et le régime taliban. Bon, la même chose pourrait être possible pour Raqqa. Mais il faut que les forces au sol soient des forces révolutionnaires, arabes et sunnites. Les Kurdes ne pourront pas. Des chiites ou des Iraniens ou des Hezbollah ne pourront pas. Hein. Et à supposer de plus, de toute façon, ils ne pourront pas contrôler la ville plus de 24 heures. Hein. C'est ce qui s'est passé après en Afghanistan. Au lieu de laisser les patriotes afghans en commande, on est allé voir les seigneurs de la guerre. Hein. Donc, ça pourrait être fait. Et de toute façon, je pense qu'à un moment, ça sera fait parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Parce que l'horreur terroriste qui sera projetée par Daesh dans le monde entier aura atteint de tel niveau qu'elle forcera à ce choix. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que la France, aujourd'hui la Belgique, se sentent très isolés au sein d'une communauté internationale où une fois qu'on a dit solidarité avec les victimes, etc., au fond, Daesh n'est la priorité de personne. Hein, Poutine, son problème, c'est Assad, son problème, c'est Obama. Obama, son problème, c'est de tenir encore jusqu'en janvier 2017, excusez-moi, sans qu'il y ait trop de casse au Moyen-Orient, qu'on puisse lui imputer. C'est sa façon de rentrer dans l'histoire. Hein. La plupart des Européens, par Cameron et dans une moindre mesure Merkel, ne rêvent que d'une chose, c'est de
renouer avec Bachar al-Assad en pensant que c'est ça qui réglera la question des réfugiés et des terroristes. Les Saoudiens, leur problème c'est les Iraniens, leur problème c'est les Saoudiens, les Turcs, leur problème c'est le PKK, son problème c'est... Et dans tout ça, Daesh a grandi dans cet angle mort. Il se trouve que notre pays, parce qu'il a payé un prix terrible, la Belgique aussi, elle a un intérêt à ce que Daesh soit effectivement défait. Mais on voit bien que ce sera impossible tant que la révolution syrienne ne pourra pas reprendre son cours, et donc tant qu'une perspective de Syrie sans Bachar ne sera pas ouverte. Merci de votre attention.